Mon instant préféré, c'est quand la lumière imprime la toile et qu'il n'y a plus rien autour, à part des songes si proches d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. On a vu, on a entendu, alors ce soir il va falloir en parler. Bienvenue dans Phosphène, votre podcast dédié à la curiosité cinématographique. Une fois n'est pas coutume, pour ce nouvel épisode, l'émission se transforme. Car la création d'un podcast, c'est comme la vie, on tâtonne, on se cherche, on essaye, l'important étant de trouver sa voie. Au vu de nos impératifs à tous les deux, on s'est vite rendu compte que les épisodes dépassant 1 heure nous demandaient un temps de travail de montage malheureusement beaucoup trop conséquent. Après mûre réflexion, on a donc décidé de parler de moins de films, 2 précisément. Chaque mois, 2 œuvres cinématographiques sorties en salle, l'une choisie par Pierre, l'une choisie par moi. Il s'agira donc pour nous de faire un choix. Parmi toutes les nouveautés visionnées, on devra chacun n'en garder qu'un, pas forcément celui que l'on trouve objectivement le plus réussi, ça peut mais pas obligatoirement. L'important c'est qu'il ait su créer en nous une réflexion, une trace qui a fait évoluer notre regard. Bien sûr, on ne peut pas choisir le même film sinon ce serait pas drôle, et quelle que soit l'œuvre dont on parle, on l'aura à chaque fois vu tous les deux. Moins de longs métrages abordés donc, mais toujours la même envie de vous partager nos émois cinématographiques et de faire naître une discussion que l'on espère la plus constructive possible. Alors comme d'habitude, avant de commencer, j'en profite pour vous indiquer qu'il existe un compte Instagram de l'émission, @Phosphène le podcast. N'hésitez pas à nous suivre pour ne rater aucun épisode ni aucune news, vous verrez on y est très bien. Si ce que l'on vous propose vous plaît, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, ou bien à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux favoris, ça nous aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. On vous en remercie d'avance. Pierre, durant le mois de février, tu es allé au cinéma. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu as dû en choisir qu'un. Quel est-il ? Alors, j'ai choisi le film The Innocents de Eskil Vogt. Mama, I am Miss Emma. Un été, 4 enfants se découvrent d'étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d'enfant prend peu à peu une tournure inquiétante. Et du coup, Pierre, pourquoi avoir choisi celui-là particulièrement plus que les autres ? Bah écoute, déjà ça partait bien parce que j'adore le cinéma fantastique. J'adore les films un petit peu chelous parce que du coup, on a un film qui est vraiment un peu à mi-chemin entre un film d'horreur, un film de super-héros et aussi un film d'auteur. J'avais une phrase qui résumait bien ça, c'était Tomboy avec du fantastique. Parce que je trouve que dans le cadre spatio-temporel, il y a un truc qui est plus de l'ordre en fait de ce type de film d'auteur à la Tomboy. À propos de ça, en fait, il est à noter que Eskil Vogt est le scénariste des films de Joachim Trier. D'accord. Et en fait, on peut déjà voir combien il a le goût du mélange de genres dans les films de Joachim Trier. Si certains ont vu, par exemple, le film Thelma, je ne sais pas si tu l'as vu, Pierre. Non, celui-ci, j'ai pas vu. Qui racontait en fait une femme qui vient d'une famille très catholique, très puritaine, et qui se retrouve à l'université, qui va apprendre un petit peu qui va apprendre son désir envers une autre femme. Et en fait, c'était un film un peu à Grave, enfin qu'on peut rapprocher de Grave parce que elle allait aussi, par rapport à la découverte de son désir, se rendre compte qu'elle avait des pouvoirs aussi. D'accord, donc il y avait déjà un peu cette espèce de métaphore avec les super pouvoirs grâce et au les relations. Naturel, mais c'était, tu vois, il y avait quelque chose d'assez froid. On était quand même très ancré dans la vie entre les jeunes, donc c'était aussi une forme de tu vois, film d'université. Et pareil dans Julien 12 chapitres, pour ceux qui l'ont vu, qui est sorti là en 2021. Toujours du même scénariste, du coup ? Oui, voilà, c'est le film de Joachim Trier, mais co-scénarisé avec Eskil Vogt. Et en fait, dans Julien 12 chapitres, il est parsemé de petites séquences comme ça aussi. Bon, le film est dans son fondement réaliste, mais il y a certaines séquences oniriques, et notamment une scène sous LSD, une scène de trip. Et là, ça part vraiment très loin. Et on a une sorte de séquence complètement hallucinatoire où on a du fantastique, où ça part carrément en animation, enfin voilà. Donc ça se voyait que c'était quelque chose qu'il kiffait, quoi. Et là, c'est son deuxième film.
D'accord. Deuxième long métrage. Et donc, du coup, effectivement, il y a des ponts qui existent du coup avec différents films que tu as cités. Quand je parle du côté film de super-héros, c'est pas du tout dans l'aspect héroïque de ces personnages, mais plutôt dans l'aspect découverte de pouvoir, qu'il y a souvent plutôt dans les premiers films de licence. Donc je pense par exemple, je sais pas, au premier Spider-Man, avec toute la partie du film qui consiste uniquement, donc le premier Spider-Man de Sam Raimi, parce qu'il y a eu beaucoup de licences, mais la première partie de l'histoire où en fait il découvre tous ses pouvoirs, qui est une partie assez grisante en fait, où tu vois lui-même qui se découvre en tant que héros, tout ce qu'il peut faire, ses propres limites, etc. Donc ça on peut le retrouver, mais dans un truc où les enfants ils acceptent ça beaucoup plus, parce qu'ils ont un regard d'enfant, et que donc ils sont pas comme des ados à se dire oh c'est trop cool, c'est juste des enfants qui jouent en fait. J'aime aussi beaucoup du coup les métaphores qui sont liées à ces espèces de pouvoirs, parce qu'en l'occurrence le pouvoir d'une des petites filles la lie profondément à une autre, donc en l'occurrence la lie à Anna qui est la gamine qui est autiste. Qui est la sœur de la sorte de personnage principal. Voilà, et du coup j'ai trouvé par exemple ce lien là extrêmement beau entre ces deux gamines, parce qu'en fait on a du coup une gamine qui ne peut pas parler, qui pour des raisons psychologiques un peu troubles en tout cas refuse de parler, et en fait qui est totalement comprise par cette personne en face qui fait plus ou moins de la télépathie. Et du coup il y a une espèce de truc où elles établissent un lien indéfinissable que les adultes et les autres enfants ne peuvent pas comprendre, et je trouvais ça extrêmement beau. Je trouve du coup globalement le film assez réussi, assez insoutenable parfois, et là aussi je le rapprocherais de Grave dans sa cruauté en fait, parce que c'est un film qui parle de la cruauté des enfants. Alors du coup Grave parle pas du tout de ça, mais ce que je veux dire c'est que dans sa manière d'aborder cette violence et cette horreur, il y a une espèce de rapport très froid qui se retrouve dans d'autres films qu'on pourrait qualifier de elevated horror. Je pense par exemple à certaines scènes un peu crues de films de Ari Aster comme Midsommar ou Hérédité, Oui, c'est vrai. où il y a vraiment cette espèce d'horreur en plan large quoi. en fait, avec en l'occurrence un animal ou un être humain avec la nuque qui craque sous nos yeux, et on voit absolument tout, et c'est terrible. Et là, c'est encore plus osé, sachant que c'est des héros de 9 ans, quoi. Moi, je crois que c'est le film le plus glauque que j'ai vu avec des enfants de cet âge-là. Ah oui, clairement. Genre, ça ose aller. Mais en fait, ça à un rajoute point. un côté au dérangement, parce que comme ils sont entre guillemets innocents, parce que c'est toute la question du film, à quel point ils sont innocents, est-ce qu'ils sont innocents, mais du coup c'est effectivement ça, je pense, qui met beaucoup mal à l'aise, et c'est là où je rapprochais de Grave, c'est dans le côté vraiment pousser ça jusqu'au malaise parfois très intense. Mais là en l'occurrence oui, il y a la dimension en plus du fait que ce soit des petits enfants, parce qu'ils ont 8-9 ans environ, quelque chose comme ça. Ouais. Effectivement, ça rajoute un aspect extrêmement dérangeant. J'aime beaucoup les films glauques, quand ça travaille le glauque, le malaise, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant à travailler comme sentiment, et que ça donne une réaction très épidermique, tu vois, face au film. Moi, j'ai énormément grimacé, je me suis parfois caché les yeux, ou alors, enfin, tu vois, t'as des réactions physiques extrêmement fortes que j'aurais pas forcément face à un film qui est purement dans les effets horrifiques traditionnels, je sais pas, un film d'horreur de chez Blumhouse par exemple. Parce que c'est pas les mêmes émotions qu'on va aller chercher. Et voilà, moi, l'horreur du malaise, c'est un truc que j'aime beaucoup et qu'on retrouve dans ce film-là. Donc forcément, ça allait me plaire. J'aime beaucoup le fait que ce soit un film à hauteur d'enfant. Je citais tout à l'heure Tomboy comme exemple, dans le sens où c'est vraiment... Toutes les scènes se passent avec les enfants, la caméra est à leur hauteur, et les adultes sont extérieurs à leur monde. Et je trouve que ça, à quelques moments précis près, parce que les adultes quand même parfois interviennent, mais... Et je trouve que ça donne aussi un autre aspect assez touchant au film, parce que tu te projettes... Je suis en train d'imaginer le chef-op accroupi pendant tout le tournage. Oui, ça a dû être un enfer. Mais en tout cas, oui, effectivement, je trouve que... Enfin, tu vois, la caméra, elle est toujours au niveau de leur visage à eux, et on est vraiment dans leur univers. Moi, ça me rappelle aussi des souvenirs d'enfance. Il y a un truc où, tu vois, ça va chercher des émotions, où quand t'étais chez ta grand-mère avec ton cousin, et que vous jouiez l'après-midi dans la cour devant chez grand-mère, tu vois, Ouais, genre, des trucs un peu comme ça. Et là, vraiment, c'est ce genre de situation que le film va chercher. Pour parler un peu du climax du film, sans dire ce qui s'y passe, je trouve que c'est très réussi aussi, parce que à la fois, c'est à la hauteur des enjeux que ça peut être pour des enfants. Il y a leurs pouvoirs qui sont en jeu, mais cette fois-ci au regard des adultes, pour la première fois du film. Et en même temps, je trouve qu'il y a un véritable affrontement qui serait digne d'un film de super-héros. Ouais. Enfin, tu vois, tous les enjeux et les styles se mélangent, donc je trouve que c'est réussi comme climax. Avec un rythme très particulier. Ouais, en plus. et j'adore le découpage et le montage de cette séquence, et je trouve que ça lui donne vraiment un souffle et une ampleur. Si je devais peut-être trouver une limite au film, c'est que j'ai trouvé que certains moments, c'était un peu, entre guillemets, de la branlette contemplative
à de très rares moments. Je sais que le terme fait un peu fort. En vrai, c'est pas grand-chose, j'ai quand même beaucoup aimé. Mais il y a certaines scènes où, tu sais, t'as la caméra qui va se balader d'une fenêtre à l'autre et qui va faire des scènes un peu de transition contemplative que j'ai trouvé peut-être un peu superflues. Parce que je voyais pas trop dans quelle logique ça s'inscrivait. Et que parallèlement à ça, je trouvais globalement le montage très réussi quand t'as des situations qui sont mises en parallèle et tout, et que ce truc-là cassait un peu le rythme parce que c'était long. Parce qu'en fait, c'est un truc sur lequel j'étais pas foncièrement contre, surtout que ça illustre le lien entre les enfants. Et voilà, tous les plans un peu aériens qui se baladent entre les immeubles. Je suis pas trop d'accord, moi, parce que je trouvais qu'ils étaient bien pensés, mais un peu longs. Voilà. En vrai, je trouve que la mise en scène reste, tu vois, comme tu dis, à hauteur d'enfant, avec un truc qui est caméra épaule, tu sais, un peu tout le film. Et je trouvais que là, justement, ces séquences-là, c'était un peu là où la mise en scène décollait. Ouais. Tu vois, c'était vraiment des moments où ça nous proposait un petit peu autre chose. Donc, ouais, ça m'a beaucoup plu, tous ces petits passages-là. Ouais, je te laisse poursuivre. Du coup, j'aurais pas beaucoup d'autres choses à dire sur le film. Je tiens quand même à avertir les personnes qui voudraient le voir que c'est un film, du coup, comme on l'a dit, assez violent graphiquement, un peu graphiquement, et surtout psychologiquement, parce que c'est... en fait, ça questionne simplement la cruauté des enfants, et ça va assez loin dans cette question-là. Donc, comme on l'a dit, il y a des scènes qui peuvent mettre mal à l'aise. En fait, pour moi, c'est véritablement un film d'horreur, donc à réserver à un public averti. Je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse, et je laisse Corian donner son avis sur le film tout de suite. Alors, moi, c'est un film qui m'a pas mal plu aussi, pour pas te mentir. Je trouve que je l'ai un peu vécu comme une sorte de montagne russe, dans un sens où il y a des fois où j'étais ultra impliqué dans le film, en mode accroché sur mon fauteuil, et des fois où je trouve la tension se relâcher un petit peu, et où je suis un peu sorti du film, où tu sais, je pensais un petit peu à autre chose. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un rythme pas mal atypique dans le film, justement aussi pour un film de super-héros. Maintes et maintes fois, il va prendre pas mal son temps. Alors, des fois, je trouve que c'est au profit de bonnes choses, et des fois, un peu moins. Des fois, ça me laisse de côté. Alors, juste pour resituer un peu, à la lecture du synopsis, moi, avant de le voir, ça m'a directement fait penser à Chronicle. Je sais pas si tu as vu ce film. Je l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Où là aussi, c'est un film avec des... Là, pour le coup, c'est des adolescents, mais qui découvrent des pouvoirs télékinésiques. Et c'est comment, un petit peu, au début, ce qui était un jeu va devenir petit à petit un grand danger. Donc, il y a plein de similitudes en termes de scénario. Mais là où les deux se différencient grandement, c'est en termes de rythme, parce que Chronicle est beaucoup dans quelque chose d'action, d'assez cuté. Et puis c'est un film hollywoodien, Chronicle. Oui, c'est un film hollywoodien, en plus de studio, enfin voilà, beaucoup plus conventionnel, même si c'est un film que j'adore, Chronicle. De Josh Trank. Là, en fait, c'est par exemple, tu parlais de la séquence finale, et comme je disais, c'est une séquence qui va prendre vraiment son temps, quoi, qui va s'étirer. Et en fait, là où ça accompagne un propos très pertinent, je trouve, c'est qu'en fait, le film se passe justement dans une sorte de banlieue norvégienne. Alors, il me semble que le nom de la ville n'est pas cité, mais à la limite, on s'en fiche un peu. On voit au début du film, ça, je trouve ça important, que c'est quand même assez à l'écart de la ville. Enfin, ils ont besoin de faire tout un trajet en voiture. On voit que c'est... Oui, il y a un côté vase clos un petit peu. Ouais, c'est ça, vase clos. Et en plus, ça se passe en été dans un moment où il n'y a pas grand monde dans cette banlieue-là. Du coup, ce rythme lancinant, ces scènes qui s'étirent. Après, bon, faut pas exagérer non plus, on n'est pas sur du Tarkovsky, quoi. Mais je veux dire, pour ce type de film-là, c'est assez atypique. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'on ressent vraiment, quand on regarde le film, cette sorte d'atmosphère particulière d'été. Il fait hyper chaud, il y a un truc plombant, tu sais. Ouais, on se prélasse. Et on se prélasse, mais en même temps, tu sais, on s'ennuie un peu. Et, je trouve qu'il y a surtout beaucoup ça dans l'appartement du gamin, du petit garçon. Oui. Chez surtout, lui, où tu sens qu'il fait chaud, quoi. C'est pesant. Ouais, mais même, tu vois, ça m'a... Justement, tu disais que ça t'a fait penser à des souvenirs d'enfance. Oui. Et moi, ça m'a aussi beaucoup amené ça, tous ces moments d'été. En vrai, on va pas se mentir, quand on est enfant, pendant les grandes vacances, on fout pas grand-chose. Bah oui. Et tu vois, du coup, ce sentiment-là, ça m'a... Ce qui est une sorte de presque nos premiers questionnements existentiels, tu vois, genre. Oui, clairement. Et ça, je trouve que ça le mettait vraiment bien en scène. Et en fait, je trouve que si le film a un propos, c'est par rapport justement aussi à l'aliénation qu'on peut ressentir dans cet environnement-là. Tu sais, dans cette sorte de banlieue un peu délaissée, on sent que c'est délaissé, à côté d'un périph'. D'une autoroute un peu, ouais. Ouais, d'une autoroute, enfin voilà. C'est comment aussi on s'épanouit dedans en tant qu'enfant. Tu vois, je pense qu'on aurait pu quelques scènes les couper ou enlever. Enfin, c'est dommage que ce soit si irrégulier en termes de rythme, tu vois. Moi, ça me dérange pas quand les films prennent leur temps. Là, je trouve que des fois, ça dessert une application qui est tellement grande. Et par contre, quand ça nous implique, c'est vrai que tu disais que c'était vraiment un film d'horreur.
Genre, je crois que ça m'était pas arrivé depuis vraiment longtemps de sursauter autant dans un film. Et Ouais. quand je dis sursauter, genre j'ai fait particulièrement dans une scène vers la fin qui implique un serpent, j'ai eu le souffle coupé, je vais sauter de mon siège, genre vraiment, à 2 reprises dans cette scène. Vraiment, mais j'étais à 200% dedans et j'ai crié, quoi. Moi, c'est pas tant un film qui me fait sursauter, mais plus qui m'a crispé. Et en fait, c'est pour ça aussi que je le rapprochais un peu de Grave, parce que en fait, je pense que le dernier film qui m'a autant crispé en salle de cinéma, c'est Titane, du coup, le dernier film de Julia Ducournau. Ah ouais. Même si c'est des sentiments, enfin, c'est des, c'est des moyens mis en place qui sont totalement différents, mais l'émotion ressentie au final, en l'occurrence pour moi, c'est vraiment cette espèce de même crispation où t'es en permanence tendu parce que tu te dis ah qu'est-ce qui va se passer, ça va être horrible. Alors que là c'est beaucoup plus diffus, c'est pas fait du tout pareil, mais voilà, l'émotion que j'ai ressentie, je la rapprocherais plus de ça moi personnellement. D'accord, en mode un truc entre deux où oh non j'ai pas envie que ça se passe comme ça, j'ai pas envie que ça se Ouais, passe c'est comme ça. ça. Ouais, cette T'es en permanence en excitation-là. tension parce que tu te dis Ouais. oh il va se passer un truc avec le machin là-bas, et Hmm. si ça se passe c'est horrible et oh putain c'est en train d'arriver. Ouais. Et voilà quoi. Après j'ai adoré les couleurs du film aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé par la suite, enfin, ce manteau jaune poussin de l'héroïne. En fait, justement, vu qu'on est en été, les couleurs sont pas ternes. Mm. Et il y a vraiment une ambiance qui est orangée, enfin voilà. Ouais, un ciel bleu, Ouais. une chaleur un peu plombante. Mais il y a une sorte de filtre qui rend tout sombre et tout glauque pendant tout le film, c'est tout l'image du coup. Et ça, je trouve qu'en termes de plastique, ça m'a beaucoup intrigué, quoi. Ouais, il y a un côté un peu paradoxal. Ouais. Alors j'ai pas vu la série Dark, mais ça fait penser un petit peu à cette imagerie-là. Ouais. Ouais. Bah, le manteau jaune Oui, en au plus, milieu ouais. d'une forêt, forcément, ça peut évoquer Dark, Et effectivement. les films d'horreur aiment bien les manteaux jaunes des enfants. Genre il y avait ça dans ça, non aussi. Oui, c'est vrai, il y avait ça dans ça aussi. C'est Mais un je peu- pense que c'est limite peut-être un c'est une cliché, imagerie en fait qui en fait appel à une autre, et il y a Ouais. une espèce de récurrence quoi. Je disais que l'imagerie, j'ai beaucoup repensé après, mais c'est pas un film qui, tu vois, je l'ai vu là il y a un peu plus d'une semaine, qui habite encore beaucoup en moi. Mais je trouve pas que ce soit un mauvais film, loin de là. Juste en termes tu vois, de tournage, je sais à quel point ça peut être galère aussi, tu sais, de tourner avec des enfants. Oui. Déjà, tu sais, ça met beaucoup plus longtemps parce que tu peux pas tourner autant, même légalement. Tu sais, Oui, tu peux pas tourner autant d'heures par tu peux jour. pas leur faire tout, ouais, c'est ça. Et je sais que souvent, les films qui mettent des enfants dans des situations qui peuvent être potentiellement traumatisantes, en général, ils ont plusieurs versions du scénario différentes, une adaptée aux enfants, et pour les Ah ouais. plans où il se passe des choses glauques, en gros plusieurs versions du scénario selon qui va être sur le set à ce moment-là. Et Oui, il y a oui, des par scènes exemple, là, pour je me demande comment ils ont bien pu faire. Pour celle qui implique un chat, par exemple, Oui. je pense que tu vois, il y a tout un truc. En tout cas, ça doit être un sacré casse-tête au niveau du tournage, quoi. Oui, Donc, c'est clair. Chapeau pour ça aussi. Ils jouent Merci. super bien en plus, tous, hein, je trouve. C'est clair. Et La tous la ont direction leur, d'acteur est folle. Hein. Ont leur personnalité forte, quoi. Ouais. Je trouve que dans la personnalité des personnages, il y a un côté vraiment super-héros, entre guillemets, dans le sens où, mais adapté à des enfants un peu marginaux. Parce Ouais. que ça parle aussi un peu de leur marginalité, mais genre où vraiment ils ont chacun leur particularité, Oui, leur c'est côté un vrai, peu ouais. atypique. Ils sont iconifiés aussi. tu Ouais, sais. clairement. Mm. Ils sont chacun un peu une espèce d'icône d'une différente forme de marginalité, quoi. Et Ouais, il y a beaucoup de choses. c'est un film qui est très riche, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Moi, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai tout dit aussi ouais, sur The Innocents. Quand même public averti parce que c'est bien glauque, mais si ça vous parle, vraiment foncez quoi. Donc, le film de Pierre de février, c'était donc The Innocents, un film réalisé par Eskil Vogt. Et alors selon toi, Corian, c'est quoi le film le plus marquant de ce mois-ci? Alors, moi, il s'agit du film Les Points desserrés de Kira Kovalenko. Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, tente d'échapper à la mainmise de sa famille qu'elle rejette autant qu'elle l'aime. Et dis-moi, Corian, pourquoi t'as choisi ce film? Comme je te disais sur The Innocents, je disais que c'est un film qui n'a pas forcément beaucoup vécu en moi après le visionnage, quoi. Et là, je crois que c'est vrai, de tous les films que j'ai vus en février, c'est celui qui a continué de s'immiscer en moi, qui m'a le plus questionné. Et donc moi, je trouve que c'est un facteur très important. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et je le trouve aussi très atypique. Il faut savoir qu'il a eu le prix, ce qui n'est pas rien, Un certain regard à Cannes. Donc voilà, le prix Un certain regard, selon le CNC, il est destiné à mettre en avant les films originaux et les talents de demain. Pour moi, il y a deux types de films. Bon, c'est un peu généraliste ce que je vais dire, mais
Il y a ceux qui ont une ligne directrice tellement claire qu'on sait dès le début où on va. Donc, dès le départ, on voit le ton, et c'est pas forcément un défaut. Ça peut être rassurant aussi. Genre, par exemple, beaucoup de comédies, on voit dès l'entrée quelle est l'ambiance, quel est le parti pris du film. Et c'est pas grave, on est dedans, et l'important c'est de bien rigoler, à la limite d'avoir un propos sur quelque chose en particulier. Mais voilà. Par exemple, aussi Nightmare Alley, dont on parlait dans l'épisode précédent, on voit assez vite aussi quels sont les enjeux. Oui, Et, on était d'accord sur le fait qu'il y avait une ligne claire, on n'était juste pas d'accord Voilà. sur la manière de la recevoir, mais on était d'accord sur le fait qu'il y en avait une. Et il y a les films qui se dévoilent petit à petit, genre qui nous plongent dans un milieu en plein dans l'action, et il nous faut du temps. C'est par couches sensibles qu'on entrevoit de quoi parle le film, où il nous entraîne et quel est son ton, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à aimer ce type de film. Après c'est en termes de goût, quoi. Mais par exemple, le film commence vraiment dans une scène sans exposition. On voit cette personnage principal qui s'appelle Adadza, et elle est au bord d'une sorte de route très poussiéreuse, et elle attend quelqu'un au bord de la route, mais on ne sait pas qui. Quelqu'un s'arrête pour aller lui parler, on ne sait pas qui c'est. Et voilà, tout est comme ça. Et pour comprendre qui est qui, ça va mettre longtemps. Je comprends que ça puisse dérouter, parce qu'en fait, ça demande une plus grande implication pour le spectateur, en quelque sorte, parce que ça demande de voir des choses dont on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Donc vraiment faire beaucoup d'efforts en mode mais qui ça peut être, se faire plein de suppositions. Donc ça peut sortir du film. Mais en même temps, je trouve que c'est au profit d'une très grande immersion. C'est-à-dire que dans la durée, comme on s'embête pas dans des expositions qui peuvent être superflues, ou voilà, dans des descriptions un peu lourdes, ben en fait on est vraiment dans la vie, quoi. Même, enfin voilà, comme je disais, comme il y a très peu de descriptions, par exemple l'environnement qui est pourtant très important, qui est en fait l'Ossétie du Nord, qui est dans le Caucase, donc en fait près de la Géorgie, qui est en fait, l'Ossétie du Nord, c'est une république de Russie, et en fait, déjà qui est très très atypique, et qui est aussi pour le fait que j'aime le film. On est dans un patelin en plein milieu d'une montagne poussiéreuse. Ouais, c'est une ancienne ville minière en fait, qui est du coup, ouais. il y a des habitants qui sont là maintenant, mais on sait même pas trop pourquoi ils sont là. Enfin, il y a un côté un peu, Oui, mais ils sont un peu au milieu de rien. on voit moi-même des enfants qui lancent des pétards, tu sais, sur un bâtiment, on sait Oui. pas pourquoi. En fait, il y a même plein de choses dont on ne va pas forcément même à la fin nous expliquer les réponses, et ça j'aime beaucoup. Ça parle en fait, pour resituer aussi un petit peu plus, une femme, on ne sait pas même l'âge qu'elle a l'air d'avoir 23, 24 ans en fait, et qui vit avec son père qui en fait refuse qu'elle grandisse, et qui refuse qu'elle ait une vie indépendante, et c'est pour ça que ça s'appelle les points desserrés. Elle essaye de s'extirper de ce père, et même De cette emprise en fait. de cette emprise de sa famille, aussi de son frère qui le colle tout le temps. On présume quand même qu'il y a des choses quand même incestueuses qui se passent, tu vois. Oui. Même si c'est jamais montré, ça reste là sous-jacent, et à la limite du coup c'est encore plus étouffant, c'est encore plus parlant, je trouve, sur C'est clair. Bah, en fait, pour moi, c'est que ce côté-là, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure au début de ta description du film. C'est que pour moi, il y a quelque chose qui gravite autour du non-dit, parce que c'est quelque chose qui est inhérent en fait à la famille et au film qui parle de la cellule familiale, surtout quand elle est aussi problématique qu'ici. Il y a beaucoup de non-dits dans la description qui est comme faite si de cette c'était relation. banal en fait. Il y a C'est un truc, comme si voilà, il y avait rien à aucun moment le film il va nous montrer des actes incestueux. Hmm. Il nous montre juste certains comportements qui pourraient éventuellement y mener, et c'est à nous après de faire le travail d'imagination, et c'est bien qui est pire, encore du pire, coup. ouais. J'ai lu un petit peu une interview de la personnage principale, et ouais, en fait elle disait, de la réalisatrice, pardon. Ah. Ouais, la réalisatrice, en fait elle vient de Caucase, elle va pas forcément de l'endroit précisément où se passe le film, mais voilà, aux alentours, donc elle sait quand même, tu vois, c'est quelque chose qui vit en elle. Mhm. Et tu sens dans le film qu'il y a quand même une volonté sincère de parler de ce milieu-là. Elle disait en fait que la condition de la femme, elles ont très peu de leur mot à dire, quoi. Tu vois, genre. Ouais. Et c'est vrai que ça, tu le vois beaucoup dans le film. Et c'est aussi, il y a beaucoup des appartes très petits. Ils vivent tout le temps les uns sur les autres, donc exprimer beaucoup plus les choses par le corps que par la voix. C'est des choses qui transparaissent dans le film. Transparaissent, pour le coup. qui transpirent dans le film. Ouais. Oui, les corps entassés les uns sur les autres. Parce que ça, c'est vrai que c'est un cinéma qui est énormément centré sur les corps. Et en plus des corps qu'on sent qui étaient marqués par la vie, torturés. Même le filmage va plus se soucier d'être au plus près de ces corps-là que même faire des plans, par exemple, composés, ou même s'il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Et il y a même des fois où où les personnages vont s'écraser, vont être les uns sur les autres, tu vas même plus savoir de quel membre est à qui. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très fort dans le film. Je parlais aussi de l'environnement.
je trouve des fois, et pourtant dans un film qu'on pourrait qualifier de naturaliste, on n'est pas très loin de même de Mad Max ou un truc comme ça. Mm. Parce que, ouais, déjà c'est très poussiéreux, il y a une Il y a un séquence- côté assez désolé en fait. dans Ouais, cet désolé, même si on n'est pas très loin du western aussi, presque à certaines Ouais. manières. En plus, tu vois bien, tu sais à quel point des apparts peuvent être insalubres. Tu sais, à un moment, je me rappelle, elle ouvre le robinet et c'est vraiment de l'eau, de la boue qui sort. Oui, tu de vois, l'eau genre. brune, ouais. Ouais. Mais c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas misérabiliste comment c'est montré, tu vois. Oui, c'est pas mis en avant. C'est Oui. juste, on s'attarde pas sur ça, c'est pas Mm. du tout le propos de la scène. Ouais, juste c'est encore que- plus fort que sur un petit détail comme ça, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et ouais, même comme c'est une ancienne ville minière, il y a plein de lieux qui sont encore là, genre des usines abandonnées, et des fois en arrière-plan, tu vois des sortes de machines en arrière-plan, et même Oui. de la fumée. Il y a même un moment où je crois la fille et son frère cherchent le père Oui, dans une sorte de souterrain creusé par l'homme. oui, et du fait que ça reste un peu hors champ, on comprend pas trop ce que c'est un peu Oui. abstrait et ça le rend encore plus. Et du coup, c'est étonnant comme- ouais, c'est ça, c'est des bouts d'usine fragmentés dans le plan. Oui. Parce qu'en plus, c'est un plan où il y a plein de choses, il y a plein de compositions qui s'enchevêtrent. Ouais, ce côté, bon, peut-être là, on va dire que je pousse un peu trop l'interprétation, mais je trouve qu'il y a cette volonté mais d'une sorte d'environnement hybride, moitié, tu sais, moitié acier, moitié organique. Enfin, Oui. ouais, et qui en dit beaucoup aussi sur ce qui se passe là-bas. Du coup, je disais que c'est un film qui se passe beaucoup sur les corps et j'aime énormément aussi les ambiances. Toutes les séquences qui se passent de jour, par exemple, dans une chose de très orangé. Et même, il y a même des trucs presque qui teintent vers l'onirisme. Par exemple, il y a cette scène dans le bain, tu sais, où en fait, elle va se retrouver, la personnage principale, elle se retrouve à un moment dans un lac très chaud, quoi, de nuit, avec entouré de plein d'hommes, tous torse nus, qui l'entourent. Et cette séquence, elle est très, très étrange, je trouve. Oui. Et franchement, elle me reste en tête, elle reste gravée en moi. Mais je trouve qu'elle se démarque aussi par le fait que c'est un peu un espace-temps différent pendant cette scène-là. Et du coup, c'est vraiment une espèce d'endroit, on sait pas où ils sont, il y a que du noir autour parce que c'est la nuit. Et qui se passe, ouais, où ils se baignent tous dans cette espèce de piscine naturelle, géothermique. Oui, c'est pour ça que j'ai du mal à décrire aussi. Parce que nous aussi, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments pour savoir où on se trouve. Oui. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a énormément de fumée dans cette scène-là. Et même, tu sais, je sais pas, dans la manière dont c'est filmé, la caméra va être tout le temps en mouvement. Alors, je suis sûr que c'est pas un plan séquence, mais moi, dans ma tête, c'est comme un plan séquence. Alors, et on va se retrouver. D'abord, elle est dans une voiture. Après, elle sort de la voiture. Il y a les mecs qui vont commencer à voir qu'une fille est là. Je pense qu'ils en ont pas l'habitude. Du coup, ils vont tous l'entourer. On va se retrouver. Ouais, ils font un peu les coques. Ouais, ils font un peu les coqs, on va tous, enfin, vraiment, il va être très proche de la caméra, on va se retrouver avec 6 corps de mecs hyper musclés, torse nu, Ouais. qui entourent cette femme-là. Après, ils vont, Après, hé les gars, comment vous parlez à ma fiancée? Et puis bam, ils sautent tous dans l'eau. pop, et, ils sont tous dans l'eau. Alors la caméra tombe dans l'eau. Enfin, elle est Ouais, hallucinante cette séquence-là. je C'est trouve. vrai qu'elle est vraiment particulière. Et ouais. il y a ce travail-là sur les ambiances, et même des fois, le récit va s'arrêter pour s'intéresser à purement des choses. Enfin, tu sais, à un moment, elle se retrouve à devoir dormir chez une amie à elle qui a des enfants. Oui. Et tu sais, à un moment, là, le récit s'arrête, on filme juste des enfants dans cet appart-là, encore une fois très petit, qui jouent à la poupée. Et genre, je sais pas si c'est juste beau de voir ça. Tu sais, genre, Oui, on s'attarde en fait sur des moments Ouais. un peu non narratifs, entre guillemets. Et en plus, je trouve que, tu vois, le film, de quoi ça parle, c'est cette famille qui essaie de la retenir de cet environnement toxique. Et je trouve que ça se lit aussi de manière métaphorique. Il y a certes le quotidien de ce qui doit être aussi le vrai quotidien, même si ça va vraiment très loin. Là aussi, c'est un film très dérangeant, je trouve, qui n'est Oui. pas facile à regarder. Il y a des situations assez malaisantes. Et on ne effectivement. prend pas forcément un plaisir à le regarder même, je trouve. Ouais. Tu vois. Je le conseillerais, mais voilà, c'est pas un film agréable. Je trouve que même si c'est le quotidien, bien sûr, qui se passe dans beaucoup de familles, il y a aussi plusieurs strates d'interprétation possibles. Tu vois, c'est aussi, je trouve que le film parle aussi de comment un pays peut rester dans ses traditions et refuse aussi qu'une certaine jeunesse puisse s'émanciper, refuse que des idées plus libératrices puissent faire son chemin. Je sais pas si t'as eu aussi ce truc-là, mais Bah oui, enfin j'ai l'impression. Moi en tout cas, personnellement, je l'ai lu assez littéralement, mais c'est vrai que entre guillemets, ça peut être élargi dans le sens où ça peut parler de liberté en général, et pas forcément de liberté de la femme, même si il y a certaines situations qui sont très spécifiques à cette liberté-là, mais et aussi peut-être que ça parle plus globalement, même si on n'a pas toutes les clés culturelles pour comprendre, de ce que ça peut être cette situation dans ces villes assez reculées au fin fond de la Russie. Ouais, de ce que tu disais sur le tiraillement avec le côté tradition et Oui. qui peut être assez problématique. Après, moi aussi, tu vois, c'est pas un film qui m'a énormément transcendé non plus, mais que voilà, qui m'a beaucoup parlé. J'aime beaucoup aussi les films, tu vois, qui se passent dans des régions reculées, où on rentre vraiment dans le quotidien, dans ce
truc assez immersif d'une classe plutôt populaire sans être voyeuriste. Tu vois, il y a un autre film qui était aussi nommé, mais qui a pas eu le prix, qui a été nommé Un certain regard, qui est un de mes films préférés, qui est incroyable, ce film qui s'appelle Western, de Valeska Prisak, si je mâche pas son nom. Donc en fait, c'est comment un groupe de travailleurs allemands va devoir se retrouver à faire un chantier en Bulgarie. En fait, ils sont proches d'un village bulgare. Et en fait, un des ouvriers allemands va petit à petit se rapprocher des habitants de ce village-là et va faire partie de leur vie. Et en fait, déjà en plus, il y a encore ce côté western, tu vois. Donc encore deux films qui peuvent se rapprocher parce que c'est un village qui est au plein milieu d'une montagne. Il y a ce côté-là qui me touche beaucoup. C'est peut-être parce que aussi ça me rappelle moi mes origines, parce que une partie de ma famille a une maison au milieu de la montagne en Espagne. Enfin, je sais pas. Après, des fois, on s'en fout même à la limite, mais et toi, Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé des points desserrés ? Bah écoute, j'ai beaucoup aimé le film. Mon angle d'attaque un peu sur ce film, c'était de me dire, ce film, c'est presque un survival sur certains aspects, alors que c'est un film social qui parle d'une espèce de situation familiale dramatique. Mais je dis c'est presque un survival dans le sens où on va enchaîner les situations où ce personnage du coup de Ada va être bousculé par des hommes, et c'est une femme dans un environnement d'hommes. Et le film est écrit et réalisé par une femme, donc c'est pas anodin du tout. Et du coup, je dis entre guillemets, c'est presque un survival dans le sens où à aucun moment on croit qu'elle va mourir, donc c'est pas dans ce sens-là que je l'entends, mais plus dans le sens où en permanence, elle va être dans une situation dangereuse pour elle, pas toujours au sens littéral, des fois pour son intégrité physique, mais des fois juste dans un espèce de danger social, tu vois, une espèce de à tout moment ça peut basculer, elle peut être mise mal à l'aise, elle peut se retrouver dans un endroit où elle veut pas être. Tout ça à cause du comportement d'un homme, et en l'occurrence des hommes qui l'entourent en fait, dont son entourage proche. Et en fait, il y a toute cette tension dans le film sur cette espèce d'amour-haine, d'amour-rejet, parce qu'en fait, le problème est dans le fait que elle veut juste se barrer, mais eux, ce qui est problématique, c'est qu'ils l'aiment, c'est qu'ils vont trop vers elle, et que cet amour est destructeur, parce qu'en fait, eux, ils se rendent pas compte à quel point il l'entrave en fait, et il l'empêche de vivre, et il l'oppresse par cet amour en fait. Et en l'occurrence, du coup, cet amour il prend plusieurs formes. Donc en l'occurrence, par exemple, pour le père, c'est la forme carrément d'une dépendance, et on a un peu l'impression que c'est ça, que ces différents hommes qui gravitent autour de cette femme sont dépendants d'elle, et que c'est pour ça qu'il ruine sa vie sans même s'en rendre compte. Et moi, c'est ça qui m'a assez bouleversé dans le film. D'où le propos sur les traditions aussi. Oui, voilà, et c'est lié en fait à ce truc-là. Et sur ce point-là, sur ce rapport entre les hommes et les femmes, et sur ces figures masculines, donc ça m'a rappelé un film qu'on avait vu pour l'épisode pilote de l'émission, donc qui n'est jamais sorti, qui s'appelait Compartiment numéro 6. Le film avait une structure complètement différente et un sujet complètement différent, mais sur l'archétype de ce personnage masculin qui à la fois est attiré par cette femme, a des comportements très problématiques à cause de ça, et en même temps il y a une espèce de tension permanente sur est-ce que elle l'aime bien, comment est-ce qu'elle réagit par rapport à lui. Là c'est beaucoup plus explicite dans ce film là, que elle est juste opprimée et qu'elle veut juste se barrer, oui. Mais en même temps c'est sa famille, et du coup d'une certaine manière elle y est attachée, et je trouve que je me demande en fait du coup, suite à ces deux films là qui sont deux films plus ou moins russes, parce que l'autre était de plusieurs nationalités, mais est-ce que c'est pas une figure intéressante du cinéma russe, que ce rapport-là en fait entre les hommes et les femmes, et cette figure problématique de l'homme? Je sais pas, tu vois, à quel point il serait récurrent, faudrait se renseigner, parce que je suis complètement inculte en cinéma russe. Mais ce sera analysé chez Tarkovsky également. Effectivement, Tarkovsky aussi qui est un monument du cinéma russe. J'ai pas assez analysé la question pour dire quelque chose d'ici, mais c'est analysé, quoi. Voilà, je soulève la question. Est-ce que c'est un sujet du cinéma russe? En tout cas, j'ai l'impression au vu de ces deux films-là. Au-delà de ça, pour parler un tout petit peu de mise en scène, je trouve ça très intéressant que le film ait choisi de faire beaucoup de plans longs, parfois même de plans séquences, sur ces situations du coup qui sont assez gênantes et oppressantes, parce que ça donne un sentiment très claustrophobe, je trouve, même y compris quand on est en extérieur, parce que le lieu extérieur est pas anodin, cet endroit du coup dans le Caucase, parce que cette petite ville minière reculée, elle est entre deux vallées, et donc l'horizon est toujours bouché par des montagnes, donc même quand on est en extérieur, on est enfermé. En plus on s'attarde beaucoup sur les corps. Je me souviens avoir été par exemple très mal à l'aise devant une scène qui se passe dans un lit, qui est plutôt vers le début du film, donc où il y a du coup Ada et un autre personnage, et c'est là où j'ai compris un peu
jusqu'où le film allait aller dans son sujet, parce que tu sais, je pensais jusque-là que le problème ça allait être que le père, entre guillemets, et puis à ce moment-là je me suis dit ok, en fait même ceux qui pourraient être des alliés sont pas vraiment des alliés, ça va dépendre des moments, et cette ambivalence là je la trouve très intéressante, et je trouve qu'elle est bien retranscrite dans la mise en scène. Autant au début du film avec la scène d'ouverture que par ailleurs j'ai beaucoup aimé, je m'attendais à une certaine mise en scène du coup du film d'auteur social, un peu caméra portée, proche des visages, etc. Et en fait, parfois on s'en éloigne. Parfois on va aller du coup s'attarder sur des détails secondaires comme Daddy, parfois on va tourner vers l'expérimental. Et en même temps, c'est que parfois le temps d'une scène, le temps d'un instant, mais ça dénote jamais avec le reste. Ouais, Et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Je dirais à la limite, moi, il y a peut-être un plan qui m'a sorti du film, un plan d'ailleurs que tu as cité tout à l'heure, qui est le plan où du coup on a Ada et un de ses frères qui vont chercher le père depuis une voiture. Ce plan-là m'a sorti du film parce que pour le coup, c'est le seul plan où j'ai trouvé que ça dénotait un peu, tellement il est long, avec un peu du vide au milieu. Je suis d'accord. Parce que comme le film est quand même tout le temps en train de filmer des actions, même quand c'est pas des actions principales, le fait que d'un coup il ne se passe plus rien, ça peut être intéressant parce que du coup c'est un moment du film où on souffle un peu, et en même temps on est quand même sous tension parce qu'on se demande ce qui va se passer dans le hors-champ. Mais c'est peut-être le seul plan pour moi qui dénote un peu du film, parce que le reste des plans, y compris des plans très longs, ça mettait dans des situations, et là au contraire c'est un plan qui nous exclut de la situation et qui, j'avais l'impression, presque se regarde un peu filmé en mode regarde, t'as vu, je fais un plan long, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est peut-être le seul point noir en termes de mise en scène que je trouve pour le film, parce que pour le reste je trouve qu'il se tient hyper bien tout le long. Sachant qu'en plus il fait jouer, enfin à part je sais la personnage principale qui est, je crois, a fait université de théâtre, et le père qui est aussi acteur il me semble, sans dire de bêtises, tous les autres personnes sont des acteurs non professionnels, quoi. Ah ouais. Ouais. Ça c'est important à notifier parce que ça se voit pas, enfin tu vois pas, je trouve, trop la différence de jeu entre les, Non. entre les personnages. Enfin ouais, non tu vois pas, mais juste voulais souligner l'actrice principale qui par contre joue incroyablement bien. Je trouve qu'elle est transcendée par son rôle. Clairement. Non mais c'est un film qui est pas du tout agréable, et en fait que moi j'étais pas aussi emballé après l'avoir vu, tu vois. C'est en y repensant après petit à petit que ça s'est... je me suis rendu compte que c'est un très grand film, je trouve. Bah pour le coup, moi quand le film s'est fini, vraiment, parce qu'en plus je l'ai vu hier ou avant-hier, enfin il y a pas si longtemps. Sur le coup, quand le film s'est fini, j'ai juste soufflé, tu vois. La tension est redescendue, je suis allé marcher dehors, un peu respirer, etc. Et vraiment, oui, c'est en y repensant en fait, et en parlant maintenant que je me rends compte de tout ce qu'il peut y avoir à creuser, quoi. Donc non, je pense que c'est vraiment un film intéressant. Comme on l'a dit, voilà, pas agréable à regarder, qui peut toucher des sujets assez sensibles, donc pas forcément réservé à tous les publics, mais qui est absolument passionnant si on prend le temps de s'y intéresser. Donc le film que j'ai choisi de traiter pour ce mois de février est Les Points desserrés de Kira Kovalenko. À noter également que The Innocents était nommé au prix Certains Regards. Donc voilà, décidément cette section de Cannes nous réserve de très belles surprises à chaque fois. C'est clair. Donc voilà, je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je remercie une nouvelle fois Vincent Pingot pour avoir composé la musique du générique, Rémi Catarin et Tiffaine Rioux pour avoir interprété les deux personnages du générique également. Voilà, et je te remercie toi Pierre d'être toujours présent encore une fois. Et merci à toi Corian. On se retrouve donc pour le prochain épisode. Je vous souhaite des nuits lumineuses et des matins soyeux. Salut à tous.